Ces images pixelisées sont un moment d'histoire. Elles datent de 1986 et sont issues d'un jeu vidéo qui s'appelle World Cup Carnival. Ce jeu, c'est tout simplement le tout premier de l'histoire à avoir été publié avec la licence de la FIFA en vue d'une Coupe du Monde de football, celle au Mexique. Oui, celle qui a été marquée par un génie argentin nommé Diego Maradona. C'est donc avec ce jeu que l'histoire vidéoludique de la Coupe du Monde a commencé, une histoire que l'on va parcourir. Évoquer l'histoire vidéoludique de la Coupe du Monde, c'est évidemment évoquer la partie marketing de cette épreuve. Et le premier élément de cette partie marketing a forcément été la communication qui a débuté avec les affiches, celles qui, à chaque édition, ne cessent d'attirer les regards et la curiosité. Après ces affiches, il y a rapidement eu les sponsors qui sont venus se greffer à l'événement. Mais on ne va pas parler de la communication en tant que telle. Ici, on va parler surtout de produits dérivés. Les premiers vrais développements commerciaux de la Coupe du Monde ont été les chansons. Et oui, tout simplement, vous avez tous forcément en tête le Waka Waka de Shakira, par exemple. Eh bien, sachez que tout a commencé bien avant. Si les premières éditions des années 30 n'offrent que quelques hymnes et chansons qui ne sont pas véritablement des chansons reconnues comme étant des chansons officielles, la première chanson officielle, en tout cas véritablement reconnue comme telle, arrive lors de l'édition chilienne et donc en 1962. Elle est signée des Ramblers, un groupe de jazz et de rock'n'roll formé au Chili en 1959, et nos amis, les Ramblers, vont nous offrir El Rock del Mundial, qui sort en mars 1962 et devient très vite un carton absolu. El Mundial del 62 es una fiesta universal del deporte del balón como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión y dispuestos a la lucha entraremos en acción. Toda me remata. Vous l'entendez, elle est vraiment dans l'esprit rock'n'roll de l'époque et son refrain, quant à lui, a marqué toute une génération de Chiliens. Il faut dire que cette chanson est 100% supporterisme local puisqu'elle parle tout simplement d'un but chilien. Et ça tombe bien, parce que le Chili termine 3e de cette Coupe du Monde, ce qui a peut-être aussi contribué à la popularité de cette chanson. Mais la mode est lancée, et donc depuis, chaque édition dispose de sa chanson officielle, certaines, il est vrai, beaucoup plus marquantes que d'autres, comme notre cher Waka Waka. Après les chansons, très rapidement, le développement commercial va s'accélérer. Et il s'accélère dans un premier temps avec les mascottes, la suite logique, parce que les mascottes, elles permettent non seulement de vendre des peluches, mais aussi tout un tas de produits dérivés à leur effigie et donc à l'image de la Coupe du Monde. Les mascottes, elles arrivent dès l'édition suivante, dès 1966 pour l'édition anglaise, avec Willy, un lion, qui portait un maillot de l'Union Jack. Willy est même l'une des toutes premières mascottes associées à un événement sportif international d'ailleurs. Et c'est donc tout naturellement qu'au fil des années, tout ce petit monde du développement des produits dérivés va télescoper l'univers du jeu vidéo. Le jeu vidéo trouve ses origines dans les années 50 et 60, donc lorsque les premières Coupes du Monde de l'ère moderne commencent à se disputer, notamment lorsque des informaticiens commencent à concevoir des petits jeux et des simulations simples sur des mini-ordinateurs et des ordinateurs centraux. L'un des tout premiers jeux à apparaître sur un écran vidéo se nomme Space War. Il est développé en 1962, par des étudiants amateurs du MIT. Le jeu vidéo va donc se développer en grande partie dans les années 70 lorsqu'il commence à envahir le domaine du grand public avec les premières consoles, notamment la première, la Magnavox Odyssey, puis les premiers jeux comme Computer Space et Pong, avant l'arrivée et surtout l'éclosion des bornes d'arcade. Les premières consoles de salon à cartouches affluent alors, en particulier à partir de la fin des années 70, notamment du côté d'Atari
et la multiplication des premiers ordinateurs personnels permet de voir de nombreux jeux inonder le marché. C'est donc à cette période foisonnante, au cœur des années 70, que le football commence très rapidement à se décliner en jeux vidéo. Et dans les premiers temps, il se base sur le jeu Pong, et les premiers jeux de foot arrivent donc en 1973 avec Taito's Soccer, créé par le légendaire développeur japonais Tomohiro Nishikado, l'homme qui a tout simplement créé Space Invaders. Dans la foulée, on a d'autres jeux, Super Soccer d'Allied Leisure Industries et Soccer de Ramtech sur la fameuse Magnavox Odyssey, la première console de salon qui va accueillir un jeu de foot. Je le disais, tous étaient des sortes de Pong adaptés au football. Le dernier, nommé Soccer de Ramtech, consistait juste à poser une sorte de feuille transparente sur la télé pour jouer à Pong avec un décor. En 1980, Atari sort sa version, Pele Soccer ou Championship Soccer en fonction des pays, qui permet à l'époque, et c'est assez révolutionnaire, de diriger plusieurs joueurs en même temps. C'est pas forcément pratique, mais c'est un début. À la même époque, Mattel sort NASL Soccer sur Intellivision et Atari 2600. Ce jeu offre un véritable changement avec une vue de 3/4 et la possibilité de contrôler le joueur le plus proche du ballon. Ça commence véritablement à ressembler à quelque chose. Malgré le crash de l'industrie en 1983, le football continue de tenter sa chance sur les différents supports, les bornes d'arcade, les ordinateurs personnels et les consoles de salon. Et c'est donc au milieu des années 80 que notre chère Coupe du Monde va véritablement arriver aussi dans les salons. En 1986, débarque donc le premier jeu estampillé FIFA, ce fameux jeu qui s'appelle World Cup Carnival. Il est développé par Arctic Computing, une boîte anglaise, et il est publié par une autre entreprise anglaise, US Gold Limited, qui a publié plusieurs jeux de sport, dont un improbable World Games qui vous faisait parcourir le monde pour faire du rodéo, du lancer de tronc, du combat de sumo, du saut de tonneau sur glace, du plongeon de falaise. Vous savez quoi, je le connais bien parce que ce jeu, quand j'étais enfant, je l'ai eu. D'ailleurs, US Gold Limited n'est pas n'importe qui, puisque quelques années plus tard, l'entreprise signe un contrat avec Capcom et porte sur ordinateur personnel des jeux d'arcade comme un certain Street Fighter, et va publier aussi plus tard quelques titres qui sont restés dans l'histoire, et j'en citerai un auquel vous devez absolument avoir joué une fois dans votre vie, un jeu qui s'appelle Flashback et qui a marqué mon adolescence, je l'avoue, mais je m'égare. Avec World Cup Carnival, US Gold publie un jeu qui n'est pas véritablement un jeu original, ou en tout cas spécialement développé pour la Coupe du Monde, c'est juste une mise sous licence d'un jeu sorti en 1984 et qui s'appelait World Cup Football. Ce jeu était disponible sur Amstrad CPC, Commodore 64, ZX Spectrum, oui je sais, je parle aux vieux. 10 équipes, l'Uruguay, l'Italie, l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre, l'Argentine, la France, l'Espagne, le Mexique et l'Écosse sont disponibles dans les versions Commodore 64 et Amstrad CPC du jeu, tandis que les 24 équipes ayant participé à la Coupe du Monde 1986 sont toutes disponibles dans la version ZX Spectrum. Sur les trois plateformes, le mode Coupe du Monde commence à partir des quarts de finale. De plus, un mode entraînement incluant des tirs au but est disponible dans les trois versions. Les matchs durent 3 minutes. Il n'est pas possible de modifier les paramètres de formation, etc., etc. Bon, on va pas se mentir, le jeu est un véritable flop, il se fait d'ailleurs démonter par la presse de l'époque. Et on va dire qu'il est même presque un petit peu maudit à ce moment-là. Peu après la sortie du jeu, le développeur Arctic Computing a même été poursuivi en justice par Prism Leisure Corporation pour violation du droit d'auteur parce que Arctic Computing lui avait cédé les droits du fameux World Cup Football qui était sorti en 1984, et bien en 1985, Arctic Computing avait cédé les droits pour maintenir l'entreprise à flot. Prism Leisure Corporation a obtenu forcément gain de cause, et Arctic a été condamné à lui verser une compensation correspondant à l'ensemble des ventes de World Cup Carnival, ce qui a entraîné la faillite de l'entreprise tout simplement. Pas un début idéal donc, mais malgré tout cela, l'éditeur US Gold postule de nouveau pour être le jeu de la Coupe du Monde 1990. Mais cette fois, il y a compétition parce que une autre entreprise arrive, elle s'appelle Virgin Mastertronic et c'est elle qui remporte la mise. C'est ainsi que le seul jeu officiel estampillé FIFA pour la Coupe du Monde italienne se nomme World Cup Soccer Italia 90 et il est développé par Virgin. Lui non plus n'est pas un jeu original, c'est une version mise à jour d'un autre jeu sorti en 1989 qui s'appelle World Trophy Soccer. Malheureusement, le choix est pas
pas fou pour les équipes, on en a que 4. Belgique, Espagne, Angleterre et Italie, ne demandez pas pourquoi, et les couleurs des maillots ne sont même pas forcément les bonnes. Mais pour le coup, en termes de gameplay, on arrive à un jeu un petit peu plus complet. Il se joue en vue d'oiseau, et avec une particularité, dès que l'on entre dans la surface pour frapper, la vue change et on passe sur une vue de dos. Le jeu sort sur Amstrad CPC, MS-DOS et ZX Spectrum et reçoit de très bonnes critiques à l'époque. Il est d'ailleurs numéro 1 des ventes sur Spectrum en août et septembre 1990. Une sacrée performance car un an plus tôt, en 1989, donc, une révolution nommée Kick-Off, développée par Dino Dini, avait totalement chamboulé l'histoire vidéoludique du football. Une véritable révolution qui a fait l'unanimité dès sa sortie, qui est devenue, et qui est restée d'ailleurs encore à ce jour, une référence absolue pour tous les amoureux de jeux de foot, de jeux vidéo, de foot en tout cas, durant plusieurs années. Si vous n'y avez jamais joué, testez, c'est exceptionnel et de nombreux jeux qui sont sortis dans les années suivantes ont toujours tenté de reproduire le style Kick-Off. Revenons à World Cup Soccer Italia 90. Celui-ci s'est décliné aussi sur console Sega, où il s'appelle World Cup Italia 90, et sort donc sur Mega Drive puis sur Master System. Sur cette dernière, on a tous les groupes officiels et même le calendrier officiel de l'édition italienne. Et le jeu est bien plus complet, puisque l'on peut jouer avec 24 équipes, pas forcément des équipes présentes en Italie d'ailleurs. Mais on peut choisir sa compo et le jeu se joue en vue aérienne. Virgin Mastertronic devient ensuite Virgin Interactive et en 1992 publie un autre jeu de foot nommé European Club Soccer. J'en parle pourquoi ? Parce que lui, il a clairement bercé mon adolescence et c'est un jeu sur lequel on pouvait jouer avec un nombre incroyable de clubs européens, près de 170, et on pouvait même affronter Peñarol en intercontinental. Ouais, c'est pratiquement les premières fois où je croise Peñarol. Bref, tout ça pour dire, c'est ma Madeleine, mais testez European Club Soccer, vous ne le regretterez pas. Sachez que Virgin publie aussi Dino Dini's Goal, qui se décline en 1994 sur Mega Drive et Super NES, et qui est véritablement considéré comme la vraie suite de Kick-Off. Retour à notre World Cup Soccer Italia 90, sur la jaquette du jeu, on peut lire une inscription « The Only Official World Computer Game ». Only Official, le seul officiel, parce que oui, à l'époque, on a quand même eu d'autres jeux de foot qui ont cherché à exploiter la Coupe du Monde italienne. Le développement du jeu vidéo venait rencontrer le succès d'une Coupe du Monde qui ne cessait de grandir. Et parmi ses concurrents, on retrouve nos amis d'US Gold qui sortent Italie 90 sur Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, ZX Spectrum et MS-DOS. Oui, une fois encore, les quarantenaires savent de quoi je parle, les autres, bon courage. Et franchement, ce Italie 90, il est pas si mal, que ce soit graphiquement, que ce soit en termes de choix d'équipe, des modifs tactiques et même du gameplay, où même si le terrain paraît un petit peu long, il est tout de même assez dynamique, un peu comme va l'être Sensible Soccer, dont la vue aérienne est bien plus lointaine, la deuxième révolution vidéoludique qui arrive quelques temps après, en 1992. À côté du S-Gold, on va trouver d'autres éditeurs, et notamment Codemaster, oui, ceux qui ont développé Micro Machines et Colin McRae Rally, qui envoient une version pour Amiga, Atari ST, qui s'appelle Italia 90. Alors lui, il est pas fou en termes de gameplay, mais il a quand même pas mal de paramètres, d'options, de compétitions pouvant se jouer à 4, etc., etc. On est quand même très loin de l'esprit Coupe du Monde, mais le jeu est largement moins cher que les autres à l'époque. En Angleterre, il est jusqu'à même 4 fois moins cher que les concurrents. Et enfin, il y a une dernière version qu'il est important de noter, une version qui est produite par une société italienne, Simul Mondo. Cette version, ce jeu s'appelle Italie 90 Soccer, il se joue jusqu'à 8 joueurs avec 3 degrés de difficulté, se joue avec une vue de 3/4, mais à 8 contre 8. Là encore, me demandez pas pourquoi à 8 contre 8. Petite particularité de ce jeu, et c'est aussi pour cela qu'on en parle, il est le premier à sortir de toute cette concurrence-là. Il sort en 1987, 3 ans avant la Coupe du Monde. Et il est aussi le premier jeu de foot produit en Italie par une entreprise italienne. Et si j'en parle, c'est aussi parce que Simul Mondo a marqué l'histoire du jeu de foot. En 1991, l'entreprise italienne sort un jeu qui s'appelle iPlay 3D Soccer, qui est le premier jeu de foot se jouant avec une caméra placée derrière le seul joueur que l'on dirige. Ça vous fait penser peut-être à quelque chose, oui, c'est le précurseur du mode Devient Pro que vous trouverez près de 20 ans plus tard sur FIFA avec FIFA 08. Avançons de 4 ans et dirigeons-nous vers la Coupe du Monde 1994 où on va retrouver nos amis d'US Gold qui récupèrent la licence officielle de la FIFA et sortent World Cup USA 94. Le jeu est développé par Tiertex qui avait développé notamment l'excellentissime Olympic Gold, lui aussi publié par US Gold et sur lequel tous les détenteurs de Master System ou de Mega Drive ont usé leur pouce. Oui, là aussi, c'est du vécu.
World Cup 94 multiplie les supports, il sort sur Amiga, DOS, Mega Drive qui propose d'ailleurs un mode 16 neuvième, Mega CD, Super Nintendo, Master System, Game Boy, Game Gear, ça montre aussi à quel point le jeu vidéo a envahi tous les secteurs et se montre à l'époque de plus en plus portable. Le jeu se joue jusqu'à 4 joueurs, propose de jouer avec les 24 qualifiés, plus 8 équipes éliminées dont la France. Il y a d'ailleurs de nombreuses options de paramétrage, on pouvait même annuler la récente règle interdisant aux gardiens de saisir le ballon à la main après une passe en retrait. On pouvait aussi contrôler manuellement le gardien. Bref, alors si c'est la licence officielle de la FIFA, on n'a pas les véritables joueurs des sélections et on a un jeu qui souffre alors d'une concurrence déjà citée tout à l'heure, notamment Sensible Soccer, sorti en 92 donc, et surtout un jeu qui s'appelle FIFA International Soccer, parfois nommé FIFA 94, qui sort durant le deuxième semestre 1993 et est édité par EA Sports. Il est le premier de la série des FIFA, acquiert la licence officielle de l'instance mondiale, passe encore la licence officielle de la Coupe du Monde, mais la licence générale de la FIFA. Et franchement, à l'époque, il est une vraie révolution avec sa vue isométrique qui vient trancher face à Sensible Soccer ou Kick-Off qui étaient les références. On peut y jouer jusqu'à 4 en même temps, dans la même équipe ou face à face. Bref, à l'époque, c'est un tournant et je peux vous assurer que pour l'avoir vécu et eu entre les mains, on l'a séché ce FIFA 94. D'ailleurs, il a cartonné dans la presse et chez les joueurs et à partir de lui, chaque année, il y aura un FIFA, la version 96 offrant un autre tournant, celui de jouer avec les vrais noms des joueurs pros, les clubs, les nations, sur une simulation entièrement en 3D. Et donc, vous imaginez bien ce qui va arriver, notre cher World Cup USA 94 d'US Gold est le tout dernier de l'histoire à ne pas avoir été développé par Electronic Arts. Car à partir de 1998, ce sont les déclinaisons de la série des FIFA d'EA qui servent de jeu officiel pour la Coupe du Monde après un accord signé entre l'instance gérant le football mondial et EA. Celui de 98 entre d'ailleurs dans les mémoires collectives parce qu'on se souvient tous de ce pauvre Footix qui se fait malmener dans le générique. Petit clin d'œil des éditeurs, en France, la jaquette du jeu FIFA 98 en route pour la Coupe du Monde, tel est son nom, mais David Ginola en vedette. Oui, David Ginola, il a d'ailleurs servi pour la capture de mouvements pour le jeu. Gérard Rouillet a dû apprécier à l'époque. D'ailleurs, David Ginola, on le retrouve aux commentaires aux côtés de Thierry Gilardi, alors que Jean-Luc Reichmann sert de voix off pour les présenter les matchs. Et oui, les jeux de foot ont vraiment évolué, on est sur quelque chose qui s'apparente maintenant à une véritable retransmission télé. Il est donc le seul à avoir la licence de la FIFA et à pouvoir développer quelque chose utilisant l'image de la Coupe du Monde dans tous les pays du monde sauf un, le Japon. Car au Japon, Konami vient de révolutionner le jeu de foot par le réalisme d'un jeu nommé International Superstar Soccer, ISS, en 1994 et commence à initier une véritable lutte avec la série des FIFA qui va diviser les joueurs du monde entier pendant plusieurs décennies. Mais surtout, cette lutte va permettre aux simulations de foot de devenir de plus en plus abouties. Konami obtient l'autorisation de développer GKO World Soccer, World France 98, que l'on connaît aussi sous le nom d'ISS 98, et donc sans la licence FIFA, pour la Nintendo 64. Konami développe aussi une version pour la PlayStation, World Soccer GKO Winning Eleven 3, World Cup France 98, seul à avoir une licence, la version mondiale, ISS Pro 98 ne l'ayant pas. Donc au Japon, vous avez Konami qui peut utiliser l'image de la Coupe du Monde pour son ISS. Et de son côté, Sega obtient lui aussi une licence pour une exploitation uniquement au Japon. Le jeu s'appelle World Cup 98 France Road to Win et sort alors sur la Sega Saturn. Par la suite, les jeux utilisant l'image officielle de la Coupe du Monde sont donc ceux d'EA. D'abord en tant que jeu unique, comme celui de 2002 qui s'appuie sur les moteurs de FIFA 2002 et 2003, ou encore en 2006 qui voit deux versions World Cup 2006 où l'on peut jouer l'intégralité des éliminatoires du monde ou même rejouer quelques matchs historiques justement pour changer le cours de l'histoire. Ce jeu inclut un mode online pour une année puisque les serveurs ferment le 1er septembre 2007. En jouant en ligne et en mode solo, on gagne alors des points à dépenser dans une boutique virtuelle sur laquelle les joueurs peuvent acheter des maillots, des joueurs historiques, des ballons, des chaussures, des options de jeu. Et oui, la fin des années 2000 voit l'économie parallèle des licences FIFA se mettre en marche. Cette édition se dote aussi d'une version exclusive à la Xbox 360 qui s'appelle En route pour la Coupe du Monde, premier jeu de la série FIFA à apparaître sur la 7e génération de consoles. Pour l'édition 2010 donc, 199 nations sont jouables, les 10 stades officiels de la Coupe du Monde et de nouveaux scénarios historiques à renverser sont présents, ceux de la Coupe du Monde 2010 étant accessibles
après une mise à jour. Le jeu est vendu à près de 2 millions d'unités dans le monde. Il est considéré comme le meilleur de la série des simulations utilisant l'image de la Coupe du Monde. Celui de la Coupe du Monde 2014 reprend les mêmes principes que son prédécesseur, tout en suivant forcément les évolutions de gameplay de la série, et attire quelques critiques en ne sortant que sur PlayStation 3 et sur Xbox 360, alors que la 8e génération de consoles est déjà présente sur le marché. Cela va pousser d'ailleurs EA à sortir un mode de jeu sur FIFA 14 pour la PlayStation 4 et Xbox One avec une mise à jour pour FIFA Online 3 sur PC. Cependant, la licence exclusive Coupe du Monde semble véritablement s'épuiser. En 2018, l'édition Coupe du Monde n'est plus qu'un DLC gratuit associé à la FIFA 18 et n'incluant que les 32 qualifiés et 17 autres nations. En 2022, la Coupe du Monde est un simple mode de jeu. Elle ne contient que 2 des 8 stades autres et 47 équipes dont les 32 qualifiés. Cette version est la dernière sous le pavillon FIFA d'Electronic Arts, puisque l'accord de licence prend fin en 2023. La belle histoire de la licence spéciale Coupe du Monde semble quand même bel et bien terminée. Si Konami et son eFootball a été choisi par la FIFA pour co-organiser sa Coupe du Monde e-sport, loin d'Electronic Arts, l'instance mondiale s'est tournée vers un développeur américain, Enver Studio, pour produire un jeu nommé FIFA Heroes. Le jeu n'est même plus une simulation, on joue à 5 contre 5 sur des petits terrains fictifs pour des parties rapides en mode arcade avec des joueurs stylisés, certains évoquant des stars du foot, de Diego Maradona à Harry Kane, d'autres évoquant tout simplement les mascottes des différentes Coupes du Monde ou même, pire, des dieux nordiques, des rois de la mythologie chinoise. Bref, rien à voir, je le disais, avec une simulation et encore moins à voir avec une Coupe du Monde. Signe peut-être aussi d'une certaine érosion des jeux de football, des simulations de football qui attendent peut-être leur nouvelle révolution, et alors pourrons-nous envisager de nouveaux jeux vidéo spécifiquement dédiés à la Coupe du Monde. Mais ainsi est cette histoire des jeux vidéo dédiés à la Coupe du Monde, des jeux qui ont mis du temps avant de suivre l'évolution du jeu de foot pour ensuite avoir leur propre déclinaison avant, un peu comme le football des nations d'ailleurs, de subir l'ultra-puissance du football de club et la starification des individus. Au point qu'en 2026, la Coupe du Monde sera finalement la toute première de l'histoire à ne pas avoir son jeu dédié.